Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Confiant, arrogant et sûr d'une victoire en 3 jours. Kiev tombera en 24 heures, disait-il. L'armée russe était la deuxième plus puissante du monde. Ou du moins c'est ce qu'on nous disait. La guerre n'étant qu'une formalité. 3 ans plus tard, la Russie ne contrôle que 20% de l'Ukraine, et elle l'a payé cher, avec près d'1 million de victimes. Oui, 1 million de morts et de blessés, plus que ce que les États-Unis ont subi en 2 décennies de guerre contre le terrorisme concentrée en seulement 3 ans. Et ce n'est que le début du désastre. Aujourd'hui, dans l'émission militaire, nous allons démonter l'illusion selon laquelle la Russie est en train de gagner cette guerre. Nous démystifierons les mythes territoriaux, la pénurie de personnel et l'économie en ruine. La propagande et les rumeurs croissantes suggèrent que la Fédération de Russie pourrait ne pas survivre aux conséquences de l'erreur de Vladimir Poutine. Si vous pensez toujours que la Russie a l'avantage, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Commençons par les chiffres froids et brutaux. L'évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre de février 2022 indique que la Russie a capturé environ 4200 km² du territoire ukrainien l'année dernière, dont la plupart se trouvaient dans la région de Donetsk. Cette zone est à peine plus grande que Rhode Island, l'État américain le moins étendu. À titre de comparaison, 4200 km² représentent environ 0,6% du territoire total de l'Ukraine. C'est là que ça devient stupéfiant. Forbes a fait ses propres calculs en utilisant des statistiques d'avril 2025 où la Russie n'avait pris qu'environ 68 miles² de territoire. Si l'Ukraine maintient ce niveau de défense et que la Russie n'intensifie pas son offensive, la guerre en Ukraine durerait encore 230 ans. C'est le temps qu'il faudrait à la Russie pour occuper tout le pays, l'un des moyens les plus sûrs de gagner. La même analyse suggérait que la Russie aurait besoin d'environ 100 millions de pertes pour y parvenir, contre une population totale d'environ 144 millions en 2025. Ce n'est pas du tout une stratégie. C'est une absence totale de stratégie, qui nécessiterait un investissement dans la guerre sur plusieurs générations, ce qui entraîne d'autres problèmes graves. Mais le territoire ne dévoile qu'une facette. Abordons le coût humain, des délires impériaux de Vladimir Poutine, président russe. Selon les dernières données du ministère ukrainien de la Défense, les forces russes ont subi environ 975 000 pertes depuis février. Même si nous devons être prudents avec les statistiques de guerre ukrainiennes, 2022 restera une année marquante. Même les estimations occidentales les plus prudentes du ministère britannique de la Défense évaluent les pertes russes à plus de 750 000 fin 2022. Pour mettre cela en perspective, la Russie a perdu environ 15 000 soldats pendant sa guerre de 10 ans en Afghanistan. En Ukraine, en 3 ans, leurs pertes étaient à plus de 60 fois supérieures. Franchement, ce n'est pas un effort de guerre viable. La crise démographique de la Russie était déjà grave avant la guerre, avec une population en déclin et vieillissante. La fécondité du pays a été sévèrement impactée par la crise économique suite à la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, atteignant seulement 1,2 enfants par femme au début des années 2000. Malgré une légère amélioration, le pays n'atteint toujours pas le taux de renouvellement des générations. Il y a donc un déficit considérable d'hommes de moins de 30 ans en âge de travailler, car ils ne sont jamais nés initialement. La Russie recrute aussi des individus de cette tranche démographique déficitaire. Maintenant, tenez compte non seulement des pertes militaires directes, mais aussi des 920 000 Russes qui auraient fui le pays pour éviter la conscription. Cela fait près de 2 millions d'hommes en âge de travailler retirés de l'économie et de la société russe en seulement 3 ans, en plus des pénuries démographiques. En bref, la Russie manque littéralement de personnes à jeter dans ce broyeur de viande. Mais pour comprendre l'ampleur de la tragédie qui risque de s'abattre sur la Russie, revenons au début de l'invasion. Les stratèges russes, persuadés de célébrer rapidement à Kiev, avaient même emporté des uniformes d'apparat. Les plans de combat informaient les troupes de s'attendre à une faible résistance, puis d'occuper le territoire. En fait, la logistique militaire russe était basée sur l'hypothèse que l'Ukraine s'effondrerait presque instantanément. 3 ans après, ces hypothèses paraissent non seulement fausses, mais aussi totalement illusoires. Au lieu d'un défilé de victoires rapides, la Russie s'est enlisée dans la plus longue guerre conventionnelle en Europe depuis 1945. Malgré les vantardises, leur force aérienne n'a pas établi la supériorité aérienne, et leurs blindés ont été décimés par des armes antichars portatives et des drones. Les unités d'élite russes ont subi des pertes catastrophiques au début, obligeant le pays à déployer des conscrits mal entraînés, des condamnés et des mercenaires étrangers. Le Centre d'études stratégiques et internationales, a publié un rapport accablant en septembre 2024. La guerre Russie-Ukraine, une étude sur l'échec analytique. La conclusion était que la planification militaire russe représentait peut-être l'échec du renseignement le plus marquant du XXIe siècle.
Ce sentiment était partagé par l'Institut français des relations internationales, Institut français des relations internationales, qui a avancé que la Russie avait abandonné ses canaux logistiques traditionnels, en raison de la croyance erronée que la guerre serait courte. En somme, Poutine a maintenu le mirage de la puissance militaire russe, mais l'armée manquait de planification et de logistique pour le soutenir. En raison du secret entourant les plans liés à l'invasion, de nombreux officiers supérieurs ont été pris au dépourvu quant à l'ampleur réelle de l'invasion, et ils n'ont pas réussi à faire suffisamment de réserves de fournitures avant que la guerre ne commence réellement. Cela entraînait de graves pénuries de ravitaillement durant les premiers mois cruciaux de la guerre, alors que la Russie conservait l'initiative. Après l'échec initial à l'aéroport de Hostomel, qui représentait la tentative désespérée de la Russie de conquérir l'Ukraine avec un minimum de pertes, la Russie n'a pas su réagir efficacement, avec un manque notable d'adaptabilité, devenu essentiel dans la guerre moderne. L'Ukraine a rapidement repris la plupart du territoire perdu lors de l'invasion initiale, transformant le conflit en une guerre d'usure. Les chaînes de propagande russes continuaient de répandre l'idée que la guerre était jouée d'avance, célébrant de petits gains tactiques de quelques kilomètres carrés. Mais en réalité, la Russie perd une guerre contre elle-même par manque de fonds pour financer son effort de guerre. La Russie reste la 11e et plus grande économie mondiale sur le papier, mais la réalité est différente. La situation est très problématique. Les sanctions occidentales ont dévasté les secteurs de haute technologie de la Russie, paralysé son système bancaire et l'ont coupé des marchés mondiaux. À la fin de 2024, le rouble avait perdu 23% de sa valeur face au dollar américain, le taux de change entre les deux monnaies fluctuant quotidiennement, pour créer une incertitude incompréhensible sur la réelle situation économique nationale. Mais selon l'analyse de Medusa, l'impact le plus dévastateur provient du passage de la Russie à une économie de guerre. La Russie alloue maintenant environ 40% de son budget gouvernemental à la défense, un niveau insoutenable pour toute économie moderne. Pire encore, un tiers de ce budget est dissimulé sous des projets secrets liés au complexe militaro-industriel, ce qui indique un niveau de propagande et de paranoïa sans précédent autour du Kremlin. La situation est d'autant plus grave que la principale source de revenus de la Russie, les exportations d'énergie, fait face à un déclin à long terme. L'Union européenne a réduit sa dépendance au gaz russe de plus de 30% depuis 2022. Les ventes de pétrole à la Chine et à l'Inde se font à prix fortement réduit. La dépendance au pétrole et au gaz, qui constitue entre 30 et 50% des revenus du gouvernement, signifie que la main-d'œuvre déjà insuffisante du pays se tourne de plus en plus vers la seule industrie rentable, le secteur de l'énergie. L'industrie manufacturière russe dépend de plus en plus des importations, surtout de la Chine, et le pays doit importer de la main-d'œuvre pour ses besoins croissants. Avec la Russie qui perd à la fois militairement et économiquement, elle a peu d'options, en dehors de simplement continuer comme elle le fait, et accepter que la guerre soit le nouveau statu quo. Aucune option n'est bonne. La première, peu probable, est une escalade massive. Certains partisans de la ligne dure au Kremlin ont proposé d'utiliser pratiquement toutes les armes de la Russie pour gagner la guerre, y compris des armes nucléaires tactiques. Vladimir Poutine a brandi la menace de guerre nucléaire plus de 2 douzaines de fois, ce ne serait donc pas une première. Mais ce scénario se retournerait contre eux. Même une frappe nucléaire limitée sur Kiev ou des sites militaires vitaux pourrait offrir des gains tactiques à court terme. L'OTAN aurait des difficultés à riposter avec ses propres armes nucléaires. En réponse, la Russie pourrait utiliser ses armes contre les pays de l'OTAN, plongeant le monde dans un hiver nucléaire. Même cette escalade ne résoudrait pas les problèmes de base de la Russie. La Russie a un besoin critique des terres et de la population ukrainienne. Les bombarder jusqu'à la destruction totale rendrait la région inhabitable. Le pays perdrait un potentiel de 40 millions de citoyens qui pourraient soutenir la démographie et la main-d'œuvre déclinante, sans avoir recours à l'immigration. La deuxième option est un retrait d'Ukraine. La Russie ne l'envisagerait qu'en dernier recours, car cela serait une défaite politique dévastatrice pour Poutine, qui a fondé sa légitimité sur cette guerre. Un retrait d'Ukraine, sans avoir atteint les objectifs principaux de la guerre, pourrait entraîner une fragmentation des élites russes et un possible effondrement du régime. Le régime de Poutine, tel un château de cartes, s'appuie sur les succès constants du dirigeant à imposer sa volonté. L'annexion de la Crimée et l'alimentation des débats au sein de l'OTAN ont été des victoires géopolitiques majeures pour le président russe depuis 20 ans. Si la situation s'inverse, cela enverra un signal clair que la haute sphère du gouvernement du pays n'est en réalité pas aussi puissante qu'elle en a l'air. Cela explique pourquoi la Russie continue d'investir des ressources dans ce conflit malgré des pertes catastrophiques. L'alternative, accepter la défaite, est vue comme une menace existentielle pour le pouvoir en place. La troisième option est un accord de paix, même limité. Malgré 3 ans de guerre de tranchées avec des drones, aucune des parties ne parvient à s'entendre, bien que cela puisse paraître le plus rationnel. Tout d'abord, l'Ukraine a peu d'intérêt à négocier la cession de son territoire, après avoir défendu avec succès sa souveraineté pendant 3 ans.
Les propositions de paix de Volodymyr Zelensky exigent une restauration territoriale complète, potentiellement incluant la Crimée, et des garanties de signes de sécurité de l'OTAN. Même si l'Ukraine cède du territoire, Volodymyr Zelensky a fait de l'adhésion à l'OTAN une priorité majeure, quitte à démissionner de la présidence dans ce processus. La Russie ne peut accepter aucun accord qui ne légitime pas ses conquêtes territoriales. De plus, la géopolitique et les relations internationales compliquent davantage la situation. L'approche incohérente de l'administration Trump envers l'Ukraine a miné la diplomatie cohérente en février 2025. Trump a rencontré Zelensky pour proposer un plan de paix qui aurait cédé une partie significative du territoire ukrainien à la Russie. En contredisant la position officielle du département d'État, cela a causé une quasi-rupture des relations entre l'Ukraine et les États-Unis, menant à la demande de l'Ukraine de réviser les accords sur les minerais et au retrait américain des discussions de paix. Pire encore, la Russie a déclaré publiquement à plusieurs reprises vouloir une solution pacifique, acceptant même des cessez-le-feu provisoires. Aucun d'entre eux n'a fonctionné avec le cessez-le-feu de Pâques de 30 heures, l'Ukraine affirmant que la Russie l'avait violé près de 3000 fois. La Russie est donc prisonnière de son propre piège stratégique, incapable de l'emporter militairement, refusant la défaite et ne pouvant trouver de solution diplomatique. Prenons du recul et analysons la situation globalement. Qu'est-ce que la Russie a véritablement accompli à travers cette désastreuse aventure militaire ? Avant l'invasion, l'OTAN était une alliance en quête de sens, sa pertinence étant remise en question dans l'ère post-guerre froide. Donald Trump a critiqué l'alliance, car la plupart des membres ne respectaient pas l'exigence d'allouer 2% de leur produit intérieur brut à la défense. Aujourd'hui, elle est revitalisée et élargie, avec la Finlande et la Suède comme nouveaux membres. La frontière de Witsensk-Miles entre la Finlande et la Russie a presque doublé la frontière OTAN-Russie, réduisant fortement la capacité de la Russie à se défendre dans un conflit hypothétique contre une alliance plus puissante économiquement, démographiquement et militairement. Plus précisément, les plus grands changements ont concerné les pays qui peuvent exercer une grande influence au sein de l'alliance. L'Allemagne, l'une des plus grandes économies du monde, a mis en place de nouveaux incitatifs de financement pour la défense nationale. La Pologne, ex-membre du pacte de Varsovie, prévoit de créer la plus grande armée permanente d'Europe. La Suède et la Finlande ont poussé leur industrie militaire à sa limite, envoyant des prototypes cruciaux en Ukraine et collaborant avec des entreprises américaines et britanniques pour fournir des armes plus létales. La Russie est passée d'une puissance mondiale respectée à un État paria, avec des options internationales limitées. Son principal partenaire commercial est maintenant la Chine, et non plus l'Union européenne. Un pays qui dépend encore plus des ressources, et qui peut considérablement saper les politiques russes pour y accéder. Tous ces problèmes proviennent d'une seule et même cause. La Russie n'a pas pris en compte l'écart flagrant entre la puissance militaire qu'elle projetait et ses performances réelles au combat. Jusqu'en février 2022, l'armée russe était vue comme la deuxième force militaire la plus puissante au monde. Les analystes militaires citaient régulièrement ces 1 320 000 soldats en service actif, 2 millions de réservistes, 6 000 chars et 4 000 avions, comme preuve d'une puissance écrasante. Les défilés militaires annuels mettaient en avant des équipements supposément de pointe comme le char T-14 Armata, le chasseur furtif Su-57 et les missiles hypersoniques. L'indice Global Firepower classait constamment la Russie deuxième derrière les États-Unis. Les stratèges militaires occidentaux ont conçu des plans de défense complets pour faire face à cette menace perçue. Lorsque la deuxième plus grande armée a envahi un voisin plus petit, aucune de ces statistiques n'avait finalement d'importance. Au lieu du colosse russe tant redouté, nous avons vu des parachutistes d'élite largués sur l'aéroport de Hostomel sans soutien adéquat, menant à l'échec total de l'établissement du pont aérien nécessaire au succès de l'invasion. Des colonnes blindées de 64 km tombant en panne d'essence près de leurs frontières. Les chars russes, déployés sans soutien d'infanterie, sont des cibles faciles pour les unités anti-chars ukrainiennes. La Russie a utilisé des tactiques de la Première Guerre mondiale, comme les attaques en vagues humaines. Leurs camions logistiques, avec des pneus commerciaux, ont échoué en tout terrain, et leurs avions n'ont pas réussi à supprimer efficacement les défenses aériennes ukrainiennes. Des pièces de musée comme le T-62, le T-55 et peut-être même le T-34, datant de la Seconde Guerre mondiale, se retrouvent en première ligne. Le plus accablant était peut-être l'équipement soi-disant moderne, ces chars T-90M prétendument avancés. On a découvert que de nombreux blindages réactifs étaient remplis de sable et de ciment au lieu d'explosifs. Les redoutés hélicoptères d'attaque et avions de chasse étaient hantés par des systèmes de navigation si peu fiables que les pilotes collaient des systèmes de positionnement global commerciaux sur leur tableau de bord. Qu'en est-il des armes de nouvelle génération qui ont tant inquiété les cercles de défense occidentaux ?
Les chars T-14 Armata ont fait une brève apparition en 2023 avant d'être retirés. Ils ont échoué lamentablement, ou étaient trop chers à détruire par des drones bon marché. Les chasseurs furtifs Su-57 n'ont mené que des frappes limitées à distance depuis l'espace aérien russe. Le largage de bombes planantes, seule tactique militaire salvatrice de la Russie, rappelle ses stocks d'armes datant de la guerre froide. Mais comment la direction militaire russe a-t-elle pu se tromper aussi catastrophiquement sur ses propres capacités et sur la résistance ukrainienne? La réponse révèle un aspect essentiel de la Russie sous Poutine. Les services de renseignement russes pensaient que les forces ukrainiennes s'effondreraient immédiatement et que la plupart des Ukrainiens accueilleraient les troupes russes en libérateurs. Ce n'était pas seulement une erreur militaire, mais un échec fondamental à saisir la réalité, causé par la machine de propagande que Poutine avait lui-même créée pour garder le pouvoir. L'un des défauts fatals du régime autoritaire que Poutine a instauré en Russie est qu'il dépend entièrement de l'image de Poutine en tant que dirigeant. Brookings affirme que cela n'est tenable que tant que l'autocrate reste au pouvoir, ce qui peut gravement nuire à la longévité du pays dans son ensemble. Gleb Pavlovski, ex-conseiller du Kremlin aujourd'hui exilé, l'a expliqué plus directement lors de son interview d'avril 2022. La décision d'envahir l'Ukraine relève d'une obsession maniaque de Poutine, que personne, moi y compris, n'avait réalisé auparavant. Nous avons sous-estimé l'étendue de la déliquescence du gouvernement russe. N'oubliez pas, cette interview s'est déroulée seulement 1 mois et demi après le début de l'invasion, et le même sentiment persiste 3 ans après. L'armée russe elle-même est devenue victime de cette réalité déformée. La corruption était endémique mais cachée des rapports officiels. Les exercices d'entraînement étaient des mises en scène chorégraphiées, plutôt que de véritables préparations réalistes. L'entretien du matériel était théorique, alors que les équipements réels se dégradaient dans les entrepôts. Un examen approfondi de la doctrine militaire russe, héritée de l'époque soviétique, souligne que selon la Russie, le plus grand risque était une invasion de l'OTAN. Dans ce but, la Russie a conçu des opérations et des stratégies pour défendre son territoire, plutôt que pour envahir. Sa structure de commandement centralisée compenserait les faiblesses de ses défenses. Mais elle s'est également exposée à une corruption généralisée, et à des remaniements de pouvoir dès que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Avec la Russie qui perd de l'élan, il est possible que Vladimir Poutine lui-même soit évincé du pouvoir. Après tout, il serait vite tenu pour seul responsable du fiasco, et les politiciens assoiffés de pouvoir au Kremlin devraient sauver la face en le destituant. Cependant, le Brookings a analysé brièvement que la structure politique russe n'a pas de successeur viable à Poutine, et que le régime pourrait ne pas survivre à un changement de direction. Cela rend possible un effondrement de la Russie elle-même. Le processus se déroulerait en plusieurs phases qui progresseraient rapidement, voire simultanément. Premièrement, l'économie de guerre russe montre des signes de tension extrême, les dépenses militaires prenant le pas sur les services essentiels, menant à un effondrement économique. Les pertes croissantes et les sanctions plus sévères rendent la situation intenable. Les infrastructures vitales, affaiblies par le sous-investissement, tombent en panne plus souvent. De plus, la fragmentation politique s'accentue. Les gouverneurs régionaux, surtout dans les régions riches en ressources comme l'Extrême-Orient, commencent à revendiquer plus d'autonomie face à Moscou. Présentées d'abord comme une nécessité économique, ces initiatives prennent peu à peu une dimension politique. Troisièmement, la désintégration militaire. À mesure que l'armée professionnelle s'épuise en Ukraine, la Russie dépend de plus en plus de conscrits mal entraînés et de minorités ethniques provenant des régions périphériques. La cohésion des unités s'effrite, les désertions augmentent fortement, et l'équipement militaire tombe en panne par manque de pièces détachées. En fin de compte, l'autorité centrale s'effondre. Que ce soit par un coup d'État, une révolte populaire ou l'incapacité à maintenir son pouvoir sur le vaste territoire russe, le gouvernement de Moscou perd le contrôle effectif d'une grande partie de la Russie. Les conséquences seraient catastrophiques, non seulement pour la Russie, mais aussi pour la sécurité mondiale. La fédération s'effondrerait probablement en une série d'États, rappelant la désintégration de la Yougoslavie ou la chute de l'Union soviétique elle-même dans les années 90. Le cœur du pays, Moscou et Saint-Pétersbourg, essaieraient sûrement de transférer l'arsenal nucléaire russe et de se réorganiser. L'État successeur brandirait le sabre avec l'arsenal, un peu comme Vladimir Poutine le fait pendant la guerre. Des dizaines d'immigrants chercheraient à entrer dans l'Union européenne, espérant reproduire les succès constatés dans d'ex-pays du pacte de Varsovie, tels que la Roumanie et la Pologne. La Chine pourrait intervenir et occuper de grands territoires sibériens riches en ressources pour nourrir son industrie vorace. Alors, si quelqu'un vous affirme avec assurance que la Russie gagne en Ukraine, revenez simplement au début. Après 3 ans d'une guerre qui était censée durer quelques jours, la Russie contrôle. Seulement 20% de l'Ukraine a subi des pertes approchant le million, a dévasté son économie, détruit sa position internationale, revigoré ses adversaires et n'a aucune voie variable vers une véritable victoire. La vérité,
c'est que la Russie ne gagne pas. Elle est piégée dans un désastre stratégique entièrement de sa propre création, sans bonnes options et sans issue claire. Plus cette guerre perdure, plus les conséquences seront désastreuses pour la Russie. Mais quel est votre avis ? Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter ci-dessous.